Le Zong n'a jamais existé. Pourtant, plus de 130 personnes africaines ont été jetées vivantes dans l'océan depuis ce navire. Son véritable nom était le Zorg en réalité, un mot néerlandais qui signifie soin ou attention. Difficile d'imaginer quand même une ironie beaucoup plus cruelle. Et ce n'est pas la seule erreur que l'histoire a répétée pendant plus de 2 siècles. L'homme que l'on présente souvent comme le capitaine ayant ordonné le massacre était probablement trop malade pour commander normalement. Un autre homme qui n'appartient même pas officiellement à l'équipage pourrait avoir joué un rôle beaucoup plus crucial. Mais le plus sidérant, je pense, vient ensuite. Lorsque l'affaire arrive devant la justice britannique, personne n'est jugé pour meurtre. La question posée au tribunal est beaucoup plus froide. Les propriétaires du navire doivent-ils être indemnisés pour la perte de leur cargaison? Autrement dit, plus de 130 humains sont morts et la justice discute du montant des indemnisations de l'assurance. Pour comprendre comment un meurtre de masse a pu devenir un simple litige commercial, il faut suivre le Zorg depuis les quais de Liverpool jusqu'aux côtes africaines, puis traverser l'Atlantique à bord de cette prison flottante avant d'entrer dans un tribunal londonien où la valeur d'une vie sera juste comparée à un cheval jeté par-dessus bord. Et au bout de cette histoire, une idée dérangeante apparaît. Le massacre du Zorg ne s'est pas produit parce que le système aurait soudainement dysfonctionné. Non, il s'est produit parce que chaque rouage du système a fonctionné exactement comme prévu. Le matin du 26 octobre 1780, Luke Collingwood quitte sa maison de Liverpool. Il laisse derrière lui sa femme, Sarah, et leurs 2 enfants, Robert, 9 ans, et Holly, 7 ans. La dernière fois qu'il est parti pour une longue traversée, un 3e enfant, le petit Luke, est mort à seulement 19 mois. Lorsque Collingwood est rentré, son fils avait déjà été enterré près de la Mersey. Cette précision peut sembler secondaire anodine, mais elle ne l'est pas du tout. Elle nous rappelle que les acteurs de cette histoire ne se percevaient même pas nécessairement comme des monstres, non. Collingwood pouvait aimer sa famille, craindre de perdre ses enfants et, dans le même temps, participer depuis des années à la déportation d'autres familles. C'est même l'un des aspects, je dirais, les plus troublants de la traite transatlantique. Elle n'a pas été organisée uniquement par des hommes qui se pensaient cruels. Elle a aussi été administrée par des pères de famille, des médecins, des commerçants, des élus et des assureurs qui avaient rendu l'inhumanité ordinaire. Collingwood connaît le prix de la mer. Entre 1764 et 1777, il a déjà participé au moins à 8 expéditions négrières. Il sait qu'il pourrait ne jamais revenir. À l'époque, environ un marin britannique sur 5 meurt au cours de ces longues campagnes atlantiques. Siddharkara, dans l'ouvrage, résume cette menace en une phrase très forte. À la page 28, il dit ceci, je cite. « S'embarquer, c'est partir à la guerre contre l'océan, les éléments et le temps. » Mais Collingwood, lui, ne part pas simplement comme marin. Il est chirurgien à bord du navire. Sa mission consiste à maintenir en vie l'équipage et les Africains captifs jusqu'à leur vente dans les colonies. Non pas parce que le système reconnaît leur humanité, non, mais parce qu'un corps vivant peut être vendu et qu'un corps mort devient tout simplement une perte. Kara, encore une fois, dans l'ouvrage, l'écrit sans détour à la page 30. Les Africains morts n'ont aucune valeur marchande. Cette phrase contient déjà toute l'affaire du Zorg. Le chirurgien reçoit un salaire relativement élevé. À cela s'ajoute parfois ce que l'on appelait le port permis, c'est-à-dire le droit de vendre pour son propre compte quelques personnes prises dans la cargaison humaine. Sa rémunération peut ainsi, vous le comprenez, doubler, voire même tripler. Plus les captifs arrivent en bonne santé, plus leur prix de vente est élevé et plus les officiers gagnent. Voilà pourquoi parler de soins à bord d'un navire négrier est profondément trompeur. Le médecin ne soigne pas une personne reconnue comme égale, non. Il entretient une valeur commerciale et marchande. Les précédentes traversées de Collingwood montrent cette logique. En 1776, la mortalité parmi les Africains transportés lors de son voyage est de 8,6%. L'année précédente, elle atteint 18,4%. Et
En 1764, son meilleur résultat n'est que de 1,2%. Dans un tel système, une traversée où seulement, j'ai envie de dire, quelques personnes meurent peut être considérée comme une réussite professionnelle. Et c'est précisément là que tout bascule. Le vocabulaire de l'efficacité permet de rendre invisible le crime initial. Avant même la maladie, avant même l'océan, chacune de ces personnes est capturée, vendue, enchaînée et déportée contre sa volonté. Mais Collingwood n'est qu'un employé. Pour comprendre ce qui l'envoie en mer, il faut regarder l'homme qui finance. Son nom est William Gregson. Fils d'un modeste docker, William Gregson commence comme cordier sur les quais de Liverpool. À 24 ans, il investit ses économies dans le Carolina, qui déporte 284 personnes jusqu'à la Jamaïque avant de faire naufrage sur le trajet du retour. Premier investissement, première perte. Gregson ne s'arrête pas pour autant. Il reconstruit un capital et répartit désormais ses mises entre plusieurs expéditions. Une forme que l'on pourrait qualifier ancienne de diversification financière appliquée à la déportation d'êtres humains. Les gains potentiels sont immenses. Cara, encore une fois dans l'ouvrage, l'indique très bien. Jusqu'en 1780, le voyage du Hawke procure à ses investisseurs un bénéfice de 147%. Vous le comprenez, le risque est élevé, mais la récompense peut être tout aussi colossale. Et plus Gregson investit, plus sa fortune et son prestige augmentent. À la fin des années 1750, il est devenu l'un des grands négociants esclavagistes de Liverpool. Il entre au conseil municipal, puis devient plus tard maire de la ville en 1762. Ce parcours raconte quelque chose de fondamental. L'argent de la traite ne reste pas enfermé dans les cales. Il se transforme en pouvoir politique, en respectabilité sociale et en influence aussi publique. Gregson n'est plus simplement l'homme qui finance des navires négriers, non. Il devient l'un de ceux qui dirigent la cité. Et Liverpool elle-même se transforme avec lui. En 1715, Liverpool achève une innovation décisive. Le vieux dock, premier bassin à flot du monde. Malgré les fortes marées de la Marseille, les navires peuvent désormais accoster et être déchargés en 1 ou 2 jours, contre parfois 2 semaines auparavant. D'autres bassins, cales sèches, ateliers et entrepôts suivent aussi. L'infrastructure, comme vous l'imaginez, attire les capitaux. Les voyages enrichissent la ville et la ville agrandit encore le port. Ce cercle de prospérité repose en grande partie sur la traite négrière. À son apogée, Liverpool représente, en nombre de personnes déportées, je veux le dire, 82% de la traite britannique et 40% de la traite européenne. Un pamphlétaire cité par Cara écrit que les négociants de la ville s'enrichissaient et s'engraissaient du sang des esclaves. Ça, vous pouvez le retrouver à la page 41 de l'ouvrage. Mais en 1780, cette machine est grippée. La guerre d'indépendance américaine a rendu l'océan Atlantique beaucoup plus dangereux. Les bâtiments américains, français, espagnols, puis aussi néerlandais, menacent maintenant les navires britanniques. En 1775, les négriers de Liverpool avaient déporté 21 212 captifs vers les plantations coloniales. 4 ans plus tard, ils n'en transportent plus que 4 028. Gregson subit plusieurs revers. Sa compagnie d'assurance, destinée aux navires négriers, échoue. Un autre de ses bâtiments, le Swallow, débarque 186 personnes à Tortola avant de sombrer sur le chemin du retour encore une fois. Les pertes, vous le comprenez, s'accumulent. Sa prochaine expédition doit absolument réussir. Pour cela, Gregson dispose d'un navire neuf auquel il a donné son propre prénom, le William. Le William est un 3-mâts d'environ 30 mètres de long et d'une capacité de 120 tonneaux. Il est légèrement plus petit que la moyenne des navires négriers quittant Liverpool. Son armement, salaire compris, je le présente, représentera aujourd'hui entre 500 et 600 000 euros, selon l'estimation donnée par Cara à la page 34 puis 35. Sur les quais, on charge les vivres de l'équipage, des animaux et des milliers de litres d'eau. Puis viennent les marchandises destinées aux échanges sur les côtes africaines. Nous parlons de tabac, de miroirs, de couteaux, de métal, d'armes, de poudre, d'alcool, aussi de perles de verre, et pour finir, des étoffes venues de très loin, d'Inde, ainsi que des kauris pêchés dans l'océan Indien.
En réalité, vous le comprenez, la mondialisation est déjà là. Des coquillages venus des Maldives, des textures asiatiques venues d'Inde, des armes européennes et des capitaux britanniques convergent, j'ai envie de dire, ainsi pour acheter des êtres humains destinés aux plantations américaines. Le commerce que l'on appelle triangulaire est en réalité un commerce mondial beaucoup plus vaste. Et parmi le matériel embarqué figurent forcément aussi les instruments sans lesquels cette économie ne peut fonctionner. Le mousquet, les pistolets, les fouets, les menottes, les entraves et chaînes. Cara, toujours dans l'ouvrage, précise à la page 34 que ces instruments de contrainte peuvent être réutilisés d'une expédition à l'autre. Une chaîne abîmée est remplacée. Une chaîne encore solide repart pour un autre voyage. Même la violence, vous le comprenez, est amortie sur plusieurs exercices. Au-dessus des provisions se trouve l'entrepont destiné aux captifs. Sa hauteur n'est que d'environ 1,50 m. Des plateformes peuvent être ajoutées à mi-hauteur pour augmenter la surface disponible et entasser davantage de personnes. Il ne reste qu'à constituer l'équipage. Richard Henley, donc le neveu de Gregson et capitaine expérimenté, reçoit le commandement du navire. James Kelson sera l'un des principaux officiers. Luke Collingwood, lui, occupe le poste de chirurgien, comme mentionné plus tôt. Recruter reste difficile pour ceux qui ne le savent pas. Les marins savent que ces voyages signifiaient maladie, brutalité et risque de mourir loin de chez eux. Certains capitaines utilisent alors la dette comme piège. Écoutez bien le subterfuge. Un homme est abreuvé dans une taverne. Lorsque l'addition devient impossible à payer, on lui impose l'embarquement. D'autres sinon sont enrôlés de force. La contrainte traverse donc tout le navire, mais elle n'a évidemment ni la même nature, ni la même intensité pour tous. Des marins pauvres peuvent être trompés ou forcés à s'engager, oui. Les Africains, eux, sont transformés en propriétés, privés de toute liberté, puis promis à une vie entière d'exploitation héréditaire. Le 26 octobre 1780, le William quitte la ville de Liverpool. À ce moment précis, personne à bord ne sait encore que le navire au centre de notre histoire ne sera pas le William. Il les attend déjà sur les côtes africaines. Le bâtiment s'appelle le Zorg et non le Zong. Je le rappelle encore une fois. Le mot, je le redis, signifie en irlandais « soin ». L'orthographe erronée, qui dominera pendant plus de 2 siècles, vient vraisemblablement d'une mauvaise lecture manuscrite. Dans certaines correspondances, le R final a été pris pour un N. Des personnalités influentes ont donc repris l'erreur, puis l'erreur est devenue l'histoire officielle. Mais corriger le nom, ce n'est pas un détail des spécialistes, non. Cela permet de retrouver l'itinéraire réel du navire. Le Zorg appartient à la Middlebrough Commercy Company, entreprise néerlandaise spécialisée dans la traite et qui a déjà effectué une expédition vers le Suriname. Après l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne contre les Provinces-Unies, un bâtiment armé britannique le capture le 10 février 1780. Cela au large de l'Afrique occidentale. 244 personnes, réduites en esclavage, se trouvent déjà à bord. Le navire est conduit jusqu'à Cape Coast Castle, sur le territoire de l'actuel Ghana, l'un, pour ceux qui ne le savent pas, principaux centres britanniques de la traite sur ce qu'on appelle la Côte de l'Or. Richard Henley y arrive avec William. Il aperçoit le Zorg, puis l'achète au nom du syndicat Gregson. Le marché inclut donc le navire et les personnes déjà enfermées à l'intérieur. Ce point mérite une pause fondamentale. Dans les documents commerciaux, il n'y a pas 2 transactions distinctes, l'une portant sur le bois et l'autre sur des êtres humains. Non, tout entre dans la même opération financière. Henley confie le commandement du Zorg à Luke Collingwood, le chirurgien. C'est un choix étonnant parce que Collingwood possède une grande expérience comme chirurgien de navire négrier, mais il n'a pas l'expérience d'un capitaine chargé de la navigation d'un tel bâtiment. James Kelso, lui, devient le principal officier et semble être le navigateur le plus compétent à bord. Un autre homme monte sur le navire comme simple passager. Robert Stubbs, ancien responsable britannique sur la côte africaine et ancien capitaine négrier, il traîne derrière lui une réputation de corruption et de manœuvres intéressées. Au cours des mois suivants, le Zorg longe les côtes et embarque toujours plus de captifs. Le 18 août 1781, lorsqu'il quitte Accra,
442 personnes africaines sont enfermées à bord avec seulement 17 membres d'équipage et Robert Stubbs. 442 personnes sur un navire d'environ 110 tonneaux. À cette époque, un bâtiment britannique comparable transporte en moyenne 1,75 personnes captives par tonneau. Sur le Zorg, le ratio approche 4. Le navire n'est pas simplement chargé, il est délibérément surchargé. Une police d'assurance souscrite en Angleterre couvre le bâtiment et sa cargaison pour 8000 livres. Dans les documents judiciaires officiels, chaque personne est évaluée à 30 livres. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une métaphore ici. Un prix exact est inscrit en face de vies humaines. Les archives n'ont donc presque jamais conservé les noms de ces hommes, femmes et enfants. Kara choisit d'appeler certains d'entre eux Sia ou Kojo afin de leur rendre une présence dans le récit. Mais ces noms ne sont pas attestés. Nous connaissons ceux des investisseurs, capitaines, assureurs et juges. Les captifs, eux, apparaissent surtout sous forme de nombres. Le 6 septembre maintenant, 1780, après avoir pris des provisions à Sao Tomé, le Zorg met le cap sur la Jamaïque. La traversée commence. Et bientôt, ce navire surchargé va devenir un monde fermé où la maladie, l'incompétence et le capital financier se renforcent mutuellement. Pour les personnes enfermées dans l'entrepôt, l'Atlantique n'est pas un voyage, non, c'est une disparition. Elles ont été arrachées à une famille, à une langue, à une communauté et à un territoire. Certaines ont été capturées lors de guerres ou de raids. D'autres ont été vendues après un enlèvement, une condamnation ou sinon un endettement. Leurs parcours sont différents, vous le comprenez. Mais une même violence les rassemble désormais. Toutes sont transportées comme des biens meubles vers un lieu dont la plupart ignorent tout. L'entrepôt maintenant mesure 1,50 m de hauteur. Il est impossible pour beaucoup d'adultes de s'y tenir debout, comme vous l'imaginez. Le surpeuplement réduit encore l'espace. Les hommes sont généralement maintenus enchaînés. Les femmes et les enfants, eux, peuvent disposer d'un peu plus de mouvement, ce qui les expose aussi davantage aux violences sexuelles des membres de l'équipage. La chaleur augmente. L'air circule très mal. Le mal de mer, les vomissements, les déjections et le sang transforment progressivement l'espace en foyer épidémique. Le journal de bord ayant disparu, les conditions exactes sont reconstituées à partir des témoignages, des procédures judiciaires et d'autres navires de la même époque. Mais ce que les sources permettent d'établir suffit déjà. La dysenterie se propage. Le scorbut affaiblit les corps. Des membres de l'équipage tombent également malades. Luke Collingwood, qui cumule désormais les fonctions et de capitaine et de médecin, se dégrade physiquement, mais aussi mentalement. Le paradoxe est terrible. L'homme chargé de maintenir un captif en vie devient lui-même incapable de diriger le navire qui les transporte. Dans les récits anciens, Collingwood est souvent présenté comme celui qui commande le massacre. Kara invite à davantage de prudence. Gravement malade, peut-être délirant, Collingwood laisse Robert Stubbs prendre une place centrale au lieu de transmettre normalement le commandement à Kelsall. Un passager sans fonction officielle dirige ainsi de fait une prison flottante de plusieurs centaines de personnes. Puis, le 14 novembre, Kelsall est suspendu après un conflit avec Collingwood. Il est écarté de ses fonctions et doit cesser de ce fait de tenir son journal. Ce détail est capital. Au moment où le meilleur navigateur disponible, je le précise, est mis de côté, le navire approche des Caraïbes. Et pendant les 15 jours qui suivent, presque toutes les décisions possibles seront prises trop tard ou sinon de la mauvaise manière. Mais ce n'est pas le plus surprenant, car lorsque le manque d'eau sera enfin découvert, il restera encore plusieurs occasions de sauver tout le monde. Mais elles ne seront pas saisies. Le 18 ou le 19 novembre 1781, le Zorg passe à proximité de Tobago. S'arrêter permettrait de vérifier la position du navire, de réparer ce qui doit l'être et surtout de renouveler les réserves d'eau. Mais la guerre transforme chaque île en menace potentielle. Une escale sur un territoire ennemi peut entraîner la saisie du bâtiment, la détention de l'équipage et la perte financière de toute l'expédition. Le navire poursuit donc sa route. 2 ou 3 jours plus tard, quelqu'un inspecte enfin les réserves et découvre qu'une partie importante de l'eau s'est échappée de plusieurs barils. Il ne resterait plus qu'une vingtaine de grands fûts, soit environ
2400 gallons selon la reconstitution de Cara. Cela semble alarmant, mais à cet instant précis, la situation n'est pas encore désespérée. En rationnant immédiatement, il devrait rester assez d'eau pour atteindre la Jamaïque, située normalement à 6, 7 ou 8 jours de navigation. Pourtant, Robert Stearns n'impose pas de rationnement strict. Le Zorg continue d'avancer comme si le temps pouvait réparer des erreurs humaines. Le 27 novembre, une terre apparaît à l'horizon. Deux possibilités en réalité. Hispaniola, partagée entre la colonie française de Saint-Domingue et la colonie espagnole de Santo Domingo, ou sinon la Jamaïque britannique. La différence n'est pas simplement géographique, je vous le dis. Accoster chez l'ennemi pourrait ruiner l'expédition. Il faut donc calculer la longitude et identifier l'île avec certitude. La navigation repose aussi sur l'estime. Direction, vitesse et temps écoulé permettent d'évaluer la position. Le calcul effectué à bord place le Zorg au sud d'Hispaniola. La Jamaïque devrait être donc un peu plus à l'ouest. Le navire met le cap vers l'ouest. Un jour passe, puis deux. Toujours pas de Jamaïque. La vérité devient alors évidente. La terre aperçue n'était pas Hispaniola. C'était déjà la Jamaïque. Le Zorg vient de dépasser sa destination. Poussé par les courants, il se retrouve environ à 330 miles, soit à peu près 500 km à l'ouest de l'île. Pour revenir, il faut naviguer contre les vents dominants avec un équipage affaibli. Le trajet peut prendre une dizaine de jours. Il ne resterait plus qu'environ 4 jours d'eau. Le 29 novembre, Kelsall est finalement rétabli. Même alors, plusieurs options subsistent. Gagner Cuba au risque d'une saisie espagnole ou rationner sévèrement l'eau pour tenter de maintenir tout le monde en vie. Une autre possibilité va pourtant dominer la discussion. Et pour comprendre pourquoi, il faut quitter un instant le pont du navire et entrer dans le langage de l'assurance maritime. À l'époque, si une personne captive meurt de maladie pendant la traversée, sa valeur est généralement perdue pour le propriétaire. L'assureur ne rembourse pas une mortalité ordinaire liée aux conditions du voyage. En revanche, écoutez bien, le droit maritime connaît le principe du sacrifice nécessaire. Si, au cours d'un péril, le capitaine jette une partie de la cargaison à la mer pour sauver le navire et le reste de la marchandise, la perte peut être répartie entre les intérêts concernés et couverte par l'assurance. C'est ce qu'on appelle le jet à la mer ou jettison en anglais. Dans l'ordre juridique et commercial de la traite, les personnes africaines réduites en esclavage sont incluses dans cette catégorie de biens assurables. Le calcul devient alors monstrueusement simple. Une personne qui meurt de dysenterie à bord représente une perte pour le négociant. Une personne jetée à l'eau dans le cadre prétendu d'une nécessité maritime peut présenter ou représenter plutôt 30 livres remboursés par l'assureur. Le système ne donne donc pas la même valeur financière aux deux morts. Ce mécanisme ne suffit pas à lui seul, je le précise, à prouver l'intention de chacun des hommes réunis sur le pont du Zorg. Non, il faut résister à la tentation de transformer une hypothèse vraisemblable en certitude absolue. Le journal de bord a disparu. Les témoignages conservés viennent d'hommes qui avaient intérêt à se disculper. Et personne n'a enregistré honnêtement la délibération. Mais 3 faits sont établis. Premièrement, l'équipage connaissait ou pouvait connaître la différence entre une mort naturelle non remboursée et un sacrifice de cargaison potentiellement indemnisable. Deuxièmement, les personnes visées en premier semblent avoir été celles dont les négociants attendaient le prix de vente le plus faible, par maladie, des femmes ou des enfants. Et troisièmement, après le massacre, les propriétaires réclameront effectivement l'argent de l'assurance. Sidar Kara, dans l'ouvrage, défend donc l'idée que la prétendue pénurie d'eau a servi de couverture à une opération destinée à transférer la perte financière des propriétaires vers les assureurs. D'autres historiens insistent davantage sur la combinaison de surchargement de maladies, d'incompétence et aussi de panique. Ces interprétations ne s'excluent pas totalement. Un système fondé sur le profit peut provoquer une catastrophe par négligence, puis ensuite utiliser cette catastrophe pour rendre le meurtre rentable. Et c'est précisément ce que la réunion du 29 novembre va permettre. Les hommes présents décident collectivement qu'une partie des captifs doit être détruite afin de sauver le reste. C'est le mot glacial transmis par les archives. Détruite. Pas évacuée, pas sacrifiée, détruite. À cet instant,
La catégorie commerciale prend entièrement le contrôle du réel. Le massacre commence dans la nuit du 29 novembre. Les reconstitutions les plus courantes évoquent 54 à 55 femmes et enfants conduits vers la cabine des officiers, puis poussés un à un par les fenêtres jusque dans l'océan. Parmi eux se trouve un nourrisson né pendant le voyage. Nous ignorons presque tous leurs noms, leurs derniers mots et leurs gestes de résistance accomplis devant les ouvertures donnant sur la mer. Les archives, elles, enregistrent des lots, des nombres et des valeurs. Le 1er décembre maintenant, 42 hommes sont à leur tour extraits de l'entrepôt. Beaucoup sont menottés ou enchaînés par paires. Ils sont conduits sur le pont, puis jetés à l'eau. Un homme parlant anglais aurait proposé que les captifs restants soient privés d'eau et de nourriture plutôt que d'être noyés. Cette demande est ignorée. Kara choisit de l'appeler Kojo, mais son nom véritable ne nous est pas parvenu. Ce détail est presque insoutenable, comme vous l'entendez. Un homme offre d'endurer la soif, peut-être jusqu'à la mort, pour obtenir simplement le droit de ne pas être précipité vivant dans l'océan. Et on le jette quand même. Puis, la pluie arrive. Selon un témoignage ultérieur de Quetzal, elle permet de recueillir 6 fûts d'eau, une quantité susceptible de fournir environ 11 jours supplémentaires. Or, des personnes sont encore jetées par-dessus bord après cet épisode, même si la chronologie exacte a été contestée pendant le procès. 26 à 36 autres captifs auraient été tués au cours des jours suivants. 10 personnes se jettent elles-mêmes à la mer. Le mot suicide ne suffit pas ici. Elles choisissent ce geste dans un espace où toute autre liberté leur a été retirée. Certains historiens y voient aussi une forme ultime de refus. Un homme parvient à s'agripper à un cordage sur le flanc du navire. Après des heures dans l'eau, il remonte à bord. L'océan n'a pas réussi à l'emporter, mais son nom, lui aussi, a disparu. Combien de personnes ont exactement péri? Les sources ne concordent pas. Le chiffre de 132 est le plus souvent retenu dans les archives et les travaux historiques. D'autres reconstitutions parlent de 133 personnes assassinées. Quetzal évoque ailleurs un maximum de 142 noyés, probablement en comptant aussi ceux qui se sont jetés à l'eau. La formulation la plus rigoureuse est donc la suivante. Plus de 130 personnes africaines ont été tuées ou sont mortes dans l'eau à la suite de la décision prise sur le Zora.